Et il sonne 7h30 chez vous, mais également chez nous, c'est l'heure de notre rendez-vous. C'est l'heure de Bonjour le Faso. Alors bonjour à tout le Faso et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Bonjour le Faso. Alors nous disons merci à tous ceux qui nous suivent via le bouquet Canal+. Le numéro c'est 255. Et merci à ceux qui nous suivent en direct donc de Facebook sur la page Savan TV. Merci de votre fidélité et surtout une pensée spéciale à la diaspora burkinabé. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité. Cette semaine, nous sommes installés à Zignaré et à Zignaré, nous vous faisons découvrir le sanctuaire animalier de Zignaré. C'est l'ancien parc animalier de Zignaré, tout simplement qui a été rebaptisé donc il y a 2 ans de cela, sanctuaire animalier de Zignaré. Nous partons à la découverte de ce sanctuaire cette semaine. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous recevrons Bébé Kodio Kambo qui va partager les infos avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous échangerons avec M. Larba Israël Lompo. Il est le porte-parole du collectif des organisations de la société civile pour le Sahel. Il faut rappeler que cette organisation a fait une sortie notamment pour parler de la situation tendue de ce plat de fer entre le Mali et la CEDEAO et surtout les conséquences sur le peuple malien. Nous en parlerons tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. Et aujourd'hui, la chronique du jour, c'est la chronique Question de droit avec Olivier Caboret de Juristes sans frontières. Nous parlerons de l'injonction de payer. Qu'est-ce qu'on appelle injonction de payer? Vous découvrirez cela dans la chronique Question de droit. On s'installe confortablement et direction 30 km de Ouagadougou à Zignaré pour découvrir le sanctuaire. Et vous le savez, quand on parle de la rubrique à la découverte de, c'est la rubrique qui va à la découverte du Burkina Faso, des sites touristiques, des symboles. Et puis bien sûr, ça peut être des ethnies également, donc du Burkina. En tout cas, c'est la culture, c'est la tradition du Burkina Faso. Et cette semaine, nous sommes à Zignaré pour vous faire découvrir le sanctuaire animalier de Zignaré ou encore l'ex-parc animalier donc de Zignaré. Il faut tout simplement vous rendre à 30 km à l'est de Ouagadougou pour visiter ce sanctuaire animalier de Zignaré qui a été créé en 1994 par l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré. Ce parc constituait à son ouverture dans les années 90 un réel motif de fierté pour le Burkina Faso et la ville de Zignaré, chef-lieu de la région du plateau central. Ce parc animalier était plein d'attractions fascinantes qui attiraient les élèves et les étudiants burkinabés, les touristes nationaux et les voyageurs aventureux. Il abrite des animaux à semi-liberté et entoure la résidence de l'ex-président Blaise Compaoré et de son frère du côté de Zignaré. Dans ce parc animalier, on y trouve des zèbres, des gazelles, des lions, des phacochères, des oiseaux, des autruches, des éléphants, des buffles et puis bien sûr les fameux hippopotames. Le parc animalier de Zignaré a pris un coup en termes de gestion. En effet, depuis le départ précipité de l'ex-président Blaise Compaoré suite à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, son parc animalier situé dans la commune de Zignaré se mourait. Les animaux étaient affamés et se mouraient et le site ne bénéficiait plus de gestion. Les visites étaient d'ailleurs suspendues. Ce sont des bénévoles réunis au sein de l'association pour la protection de la faune et de la flore qui ont décidé de sauver ces animaux. Pour les membres de cette association, il s'agit de faire de ce lieu un site d'éducation écologique et de promotion des espèces menacées et en voie de disparition. Il faut bien conserver ce parc animalier de Zignaré, maintenant sanctuaire animalier de Zignaré, car il est d'une importance capitale pour la génération montante. Cette initiative est à conserver car elle permet en même temps de pérenniser certaines races en voie de disparition et permet aux jeunes générations de voir à l'œil nu les animaux qu'ils observent à la télé. Après des mois de souffrance, les lions du parc animalier de Zignaré, rebaptisé sanctuaire animalier de Zignaré, peuvent désormais rugir et les autres animaux peuvent aussi respirer. Le sanctuaire animalier ouvre ses portes à d'éventuelles visites. Il est géré aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, par l'association pour la faune
pour la protection du moins de la faune et de la flore. Nous vous invitons à Zignaré pour découvrir ce parc animalier et puis voilà encore faire connaître ces animaux donc à vos enfants tout simplement. Merci de votre attention à cette rubrique à la découverte 2 et merci surtout à Fatih Sankara qui nous a ramené ces images de Zignaré. Et pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause musicale, le temps d'installer Bébé Kodjo Kambou pour les informations. Et c'est important, bien sûr, de démarrer la journée avec les informations du jour. Ce qui fait l'actualité, nous découvrons cela juste après ça. Et pour ce mercredi, nous sommes avec Bébé Kodjo Kambou. Bonjour Kambou. Bonjour Abzeta, bonjour à tous les téléspectateurs. Et qu'est-ce qui retient notre attention aujourd'hui concernant l'actualité? Alors, pour le savoir, allons-y tout de suite découvrir la une d'abord de l'Observateur Palga. À la une de l'Obs ce matin, on peut lire ceci. Immobilier, voici les 105 projets recevables. Cannes 2021, les étalons doivent améliorer la qualité de leur jeu. C'est selon les journalistes sportifs Madi Zongo. Salima Mukansaga entre dans l'histoire. Covid-19, autoconfinement, mode d'emploi, c'est à lire dans la rubrique carnet de santé à la page 6. Accès à l'information officielle, un droit de réponse encore et on appelle les Kogluego, c'est dans la rubrique les humeurs de Bari. Mali-Guinée, la solidarité des proscrits, regard sur l'actualité et page 5. Assemblée des dieux au Burkina, le pasteur Étienne Zongo prend le flambeau. Donc voilà pour les titres qu'on peut lire ce matin à la une de aujourd'hui, à la une donc de l'Observateur Palga. Et à présent la une de aujourd'hui au Faso. À la une de aujourd'hui au Faso, on lit ceci. Saisie des conteneurs de munitions de guerre au port de Dakar. Bravo aux Gabelous sénégalais. Missi Dominici malien. Missi Dominici, si vous ne comprenez pas les latins. C'est pas évident que vous puissiez vous en sortir avec les titres d'aujourd'hui au Faso. Certainement. Missi Dominici malien en Mauritanie et en Guinée, risqué et difficile contournement des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Amende et pénalité des surcharges prélevées par l'ONASER, les petits commerçants annoncent une tendance haussière des prix des produits. Sanctions diplomatiques contre le Mali. L'initiative de soutien au peuple malien affiche son désaccord. Restrictions sur l'utilisation des réseaux sociaux. Les entreprises en ligne tirent la langue. C'est à lire donc à la page 7 d'aujourd'hui au Faso ce matin. Et à la une du journal Le Pays, à présent, on lit ceci. Cannes Cameroun 2021. Les étalons étalent leurs lacunes. Les matchs du jour, c'est à lire à la page 8. Dans la rubrique Révélation, on lit ceci. Grippe aviaire, la volaille burkinabé interdite en Côte d'Ivoire. Êtes-vous pour ou contre toute négociation avec les terroristes? Toutes les guerres finissent toujours autour d'une table. Ça, c'est selon Victorien Tougma, président du MAP. Le gouvernement ne peut pas négocier avec les Hani. Et ça, c'est selon Soumaïla Ayo Azenwo, chargé de marketing et développement réseau. Bras de fer entre la CEDEAO et la junte malienne, l'ISPM appelle les deux parties au dialogue. Mystère chissique et spirituel, comme à devenir riche. Coupure d'Internet au Burkina, le balai citoyen dénonce une dictature. Nutrition et bien-être, les conséquences d'une mauvaise alimentation sur la santé. Et nous allons à présent à la découverte de la une du journal Le Quotidien. Le président chinois au Forum économique mondial de Davos, les principaux pays développés doivent adopter les politiques économiques responsables. Hausse des frais de transport des marchandises entre le Burkina et le Togo, des commerçants menacent d'augmenter les prix des marchandises. Mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets de l'UEMOA au Burkina en 2021, d'importantes avancées enregistrées, mais des défis demeurent. Suspension de l'Internet mobile au Burkina, le balai citoyen. L'histoire a déjà retenu que c'est le président Kaboré qui aura décidé de priver ses concitoyens de la liberté d'expression. Le CDP, même les régimes décrits comme dictatoriaux ou autoritaires ne sont pas allés
à cette extrémité à travers le monde. Donc, c'est allé dans le quotidien ce matin à propos donc des restrictions liées à l'accès donc à Facebook. Et nous terminons par la une du quotidien d'État citoyen à présent. Marché de Colmar et Dakarville, les commerçants libèrent les sites, donc c'est à Bobo-Dioulasso. Réforme de l'UEMOA, des avancées significatives pour le Burkina. Soutien au peuple malien, l'initiative citoyenne de Bassolma Bazier. Tribunal de commerce de Ouagadougou, 36 nouveaux juges prêtent serment. Mercure, Soudan, n'est pas dépassé les bornes. Dans la rubrique On murmure, on peut lire Titao, des commerçants véreux font de la surenchère. Élections municipales, les scénarios probables. Situation nationale, une OSC invite à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est tout donc pour les unes des quotidiens que nous avons sous la main ce matin, Abzeta. Merci à toi, Kambou. Et bien sûr, nous allons revenir sur quelques sujets d'actualité. Pour commencer, nous parlons de ces restrictions, de l'accès à Facebook notamment. Donc, des voix s'élèvent quand même. Oui, des voix s'élèvent, comme vous l'avez constaté déjà à travers des différents quotidiens que nous avons donc parcourus tout de suite. Alors, des voix s'élèvent, certains à travers des conférences de presse, d'autres à travers des déclarations. En tout cas, ce que l'on constate, c'est que la Ligue des acteurs du e-commerce déjà a animé une conférence de presse hier. Et cette ligue-là parle déjà de la baisse des chiffres d'affaires, en tout cas de ses membres. Voilà, parce que pour eux, Facebook était devenu ou est devenu un outil de vente parce que ce sont des gens qui vendent les produits donc en ligne à travers ces réseaux sociaux. Et selon ce que dit la Ligue des acteurs du e-commerce actuellement, 1500 jeunes burkinabés sont en train de voir les activités commerciales freinées, voilà, par donc ces restrictions de l'accès donc à Facebook, voilà. Il y a eu également une déclaration du réseau des acteurs du digital, donc qui a fait une déclaration pour dénoncer également ces restrictions de l'accès donc à ce réseau social Facebook, parlant également de la baisse donc des chiffres d'affaires des différents acteurs du digital. Le Balai citoyen qui a également condamné cela à travers une déclaration. Le Balai citoyen qui parle notamment d'atteinte aux libertés publiques. Cette OSC assimile même ces restrictions de l'accès à Facebook à de la dictature. Donc, selon le Balai citoyen, c'est purement de la dictature parce qu'on les fait sans aucune communication. Donc, le Balai citoyen appelle à la levée sans délai de ces restrictions donc, de l'accès donc, à Facebook. Vous avez vu également une déclaration du CDP, le parti du chef de file de l'opposition politique, qui dit même que les régimes qu'on qualifie de dictatoriaux ou autoritaires ne vont pas jusqu'à faire ces restrictions. Donc, des voix s'élèvent comme nous le disons, parce que les gens commencent à ne pas comprendre et tous ceux qui parlent mettre surtout l'accent sur le fait qu'il n'y a eu aucune communication, donc ni de la part du gouvernement, ni de la part des sociétés de téléphonie mobile. Donc, beaucoup sont dans l'incompréhension totale. Aujourd'hui, si vous demandez à tous les Burkinabés, personne ne pourra vous dire pourquoi il n'a pas accès à Facebook, pourquoi il y a eu donc ces restrictions. C'est ce que nous ne comprenons pas, parce que lors des premières coupures qu'on a constatées dans le mois de novembre, il y a eu quand même de la communication, même si ce n'était pas convaincant. Il y a eu de la communication. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de la communication. Je me rappelle que la semaine passée, des journalistes se sont amusés à poser la question au ministre de la Sécurité lors d'un point de presse. Il a répondu tout simplement, je n'ai pas de commentaires à faire. Donc quand c'est comme ça, excusez-moi, quand c'est comme ça, ça laisse les gens dans l'incompréhension. Peut-être on pourrait avoir des raisons de couper les réseaux sociaux Facebook ou de restreindre l'accès au vu de la situation sécuritaire, mais au moins qu'on explique aux gens pourquoi c'est comme ça. Mais si ni les autorités, les sociétés de téléphonie mobile, ni le gouvernement ne communiquent, bon, ça laisse les gens dans l'incompréhension. Et actuellement, les spéculations vont bon train. Beaucoup parlent de dictature, beaucoup disent que c'est à cause de la marche annoncée, par exemple, le 22 janvier. Donc, vous voyez, donc, quand les gens ne savent pas pourquoi, bon, finalement, on ne peut pas les empêcher de dire ce qu'ils pensent. Donc, on espère que peut-être le gouvernement va communiquer ou bien on va juste
procéder à la levée donc, de ces restrictions. Le problème justement avec ces restrictions, hein, ce sont les conséquences et les répercussions donc, sur notamment ceux qui font le e-commerce. C'est leur boutique, ils ont des boutiques en ligne, c'est leur business, c'est leur commerce, c'est leur gagne-pain. Donc dès que c'est coupé, c'est coupé. Après, leur clientèle n'a plus accès à leurs produits. Et ça veut dire que c'est des entreprises que vous mettez au chômage, quoi. Oui. Et ce qu'il faut préciser surtout, c'est que c'est l'accès à Facebook à travers l'Internet mobile qui est coupé. C'est ça. Donc, si vous avez par exemple les Wi-Fi, vous avez accès à Facebook. C'est ça. Donc, c'est la situation actuellement. Donc, quand on écoute, certains estiment que ce sont les couches les plus vulnérables que ça touche, parce que n'importe qui ne peut pas quand même installer un Wi-Fi. Voilà, bien sûr, mais ça c'est logique, hein, on sait tous que c'est comme ça, c'est un peu quand même une classe qui utilise le Wi-Fi. C'est ceux qui ont un peu les moyens qui peuvent installer les Wi-Fi. Et même quand on prend les services, ce n'est pas dans tous les services par exemple qu'il y a les Wi-Fi. C'est ça. Voilà, donc quand vous êtes dans une situation où vous n'avez plus accès à votre boutique en ligne ou bien vous ne pouvez plus faire la promotion à travers donc, votre boutique en ligne, comme vous le dites, c'est tout naturellement normal qu'on entende des gens dire aujourd'hui que les chiffres d'affaires sont en train donc, de baisser. Donc, c'est surtout les conséquences. Je sais que d'ici là, les économistes nous sortiront des chiffres sur les pertes, en tout cas, que cette coupure provoque. En termes de chiffres d'affaires. Oui. Et ça sera énorme, certainement. Et comme anecdote, hein, pour te raconter un peu le cas d'une amie qui elle a dit qu'elle peut passer toute la journée dedans, dans sa chambre avec son téléphone, mais elle se fait de l'argent. Ouais. Parce que justement, elle n'a même pas de boutique physique, elle n'a même pas, en fait, elle est dans l'habillement des femmes, mais elle n'a même pas, en fait, ses tenues sur place. Ouais. Ça veut dire, elle fait un partenariat, une collaboration avec une boutique donnée. Ça veut dire qu'elle prend les photos de cette boutique, elle publie sur sa page et dès que tu commandes, elle se lève, elle part chercher, elle part livrer. Voilà, c'est comme ça qu'elle marche. Et elle se fait de l'argent. Ça veut dire qu'elle peut passer toute la journée dedans, mais elle est avec son téléphone, avec bien sûr la connexion mobile, parce que c'est à la maison, elle n'a pas quand même des grands moyens pour installer un Wi-Fi. Et elle travaille comme ça, et dans la soirée, elle sort et part faire donc les achats et les livraisons. Et là, elle se fait de l'argent. Elle dit, parce que oui, elle a fait, elle a ses diplômes, mais comme il n'y a pas de travail, donc vraiment, elle s'est investie dans ça. Et actuellement, justement, avec ce cas-là, moi, je l'ai appelée pour savoir comment elle se débrouillait et tout. Elle a dit, bon, que ça ne l'arrange pas du tout. Bon, souvent même, elle est obligée quand même d'aller squatter un peu donc des Wi-Fi des gens pour essayer de voir au moins ce qui se passe et puis essayer, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, parce que beaucoup de gens ne sont pas connectés. Voilà. Donc, elle n'est pas la seule à être, par exemple, dans cette situation. La Ligue des acteurs du e-commerce parle de 1500 jeunes qui sont touchés par cette situation. Donc, ça veut dire que ce n'est pas facile. Nous sommes dans une situation où on a une grande partie de la jeunesse dans le chômage. Si on trouve ces moyens de se faire de l'argent et qu'après, du jour au lendemain, on n'a plus accès à cela, c'est quand même compliqué. Et c'est vrai, pour le moment, on ne connaît pas les vraies raisons, mais beaucoup pensent que ce sont les marges qui sont annoncées. Si c'est bien le cas, moi, je me pose la question de savoir si ça, c'est une solution pour empêcher les marges. Est-ce que le gouvernement ne va pas trouver d'autres moyens? Parce que ces restrictions risquent d'énerver encore plus les jeunes. Comme vous le dites, quand on peut passer une journée dans sa chambre en train de travailler avec son téléphone et qu'à cause de cette coupure, on n'arrive pas, peut-être qu'on a le temps maintenant d'aller marcher. Donc, je ne pense pas vraiment que ce soit la solution. Peut-être qu'il faut trouver d'autres moyens. Et même hormis cela, il y a des gens qui trouvent aujourd'hui des moyens de contourner ces restrictions à travers les VPN, les fameux VPN, que les gens utilisent aujourd'hui pour se connecter à Facebook sans problème. Bon, donc, on doit peut-être changer les façons de faire parce que, quand on coupe comme ça sans vraiment communiquer, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Je crois que si on veut faire ce genre de choses, on veut prendre ce genre de décisions, on doit déjà préparer une communication adéquate pour que les gens puissent comprendre. Mais lorsque des restrictions viennent comme ça, sans aucune communication, les gens disent ce qu'ils pensent et les spéculations vont bon train. Tout cela, ça pourrit un peu l'atmosphère et ce n'est pas du tout bien. Et le responsable dans ça, c'est celui qui coupe sans vraiment communiquer. Bien sûr. Voilà.
Merci. Et ce n'est pas bien pour nous aussi parce que nos émissions sont diffusées en direct sur la page Facebook de Savan TV. Oui. Nos internautes risquent de ne pas pouvoir nous suivre assez. Alors, quand on passe au deuxième sujet, nous parlons de la sanction ou des sanctions contre le Mali. L'ISPM lancé hier à Ouaga. Oui, l'ISPM, c'est l'initiative de soutien au peuple malien. Donc, j'allais dire une structure ad hoc qui a été lancée hier donc, à Ouagadougou, hein, et avec quelques figures emblématiques que l'on connaît déjà, notamment dans le monde syndical, comme Bassolma Bazier, et dans le monde de la presse également, comme Boukari Oba qui est du journal Mutation. Et puis, je vois une autre figure féminine, Rabia Toussaint-Poré, qui est également donc, journaliste, donc qui était au présidium hier au lancement, qui s'est effectué au Centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou. Alors, selon les initiateurs de cette initiative, l'objectif principal, ce n'est pas de soutenir les putschistes du Mali, mais c'est d'œuvrer à ce que ces sanctions qui sont imposées au Mali soient levées donc, pour soulager le peuple malien. Donc, déjà, quand on écoute des responsables, ils attirent l'attention des uns et des autres sur, surtout, les causes donc, des coups d'État, parce que pour eux, les coups d'État sont la conséquence donc, d'un échec des dirigeants civils, en tout cas dans tous les pays qui c'est arrivé. Donc, ils pensent que la CEDEAO devrait revoir donc, sa copie. Et déjà, l'ISPM appelle les deux parties au dialogue. Parce que pour cette structure, c'est la seule voie donc, qui peut permettre de soulager donc, le peuple malien. Alors, ce qu'il faut dire au passage, c'est qu'au Mali, les autorités de transition sont en train de chercher d'autres solutions, donc des solutions pour pouvoir contourner ce blocus imposé par la CEDEAO, parce que déjà hier, on nous apprend qu'il y a eu une mission diplomatique qui était donc à Nouakchott, en Mauritanie, donc pour essayer de négocier, de faire de telle sorte que la Mauritanie puisse accepter le transit, par exemple, par le port de Nouakchott. Et après la Mauritanie, cette mission, je crois aujourd'hui, a continué en Algérie, donc pour également chercher la collaboration donc, de ce pays. Il y a la Guinée déjà qui est acquise, qui a déjà manifesté son soutien au peuple malien. C'est comme on le disait sur ce même plateau, de la mer Atlantique jusqu'à la Méditerranée, il y a un couloir pour le Mali, parce que Guinée, Mali, Mauritanie, Algérie, bon, les Maliens peuvent continuer leur transit. Il faut, je l'ai également dit sur ce plateau, peut-être que ceux qui subiront après les conséquences de ces restrictions, de ces fermetures de frontières, ça sera peut-être économiquement, par exemple, les ports de Dakar et d'Abidjan, qui risquent d'être abandonnés définitivement par les commerçants maliens. Je vous ai pris l'exemple de la crise ivoirienne qui a amené par exemple beaucoup de commerçants burkinabés à ne plus transiter par les ports d'Abidjan. Parce que les frontières étant fermées plusieurs fois et pendant cette crise ivoirienne, les commerçants burkinabés ont commencé par transiter par le port de Lomé. Et aujourd'hui, la plupart des commerçants burkinabés continuent de transiter par le port de Lomé. Ça fait que le port d'Abidjan fait la cour maintenant aux commerçants burkinabés pour qu'ils reviennent, mais ce n'est plus évident. Donc, si ça dure, ben, le port de Dakar et le port d'Abidjan risquent de souffrir. Et selon certains activistes sénégalais qu'on écoute sur les réseaux sociaux, le Sénégal gagnerait 400 milliards de francs CFA donc par an, grâce au transit donc, des commerçants maliens par le port de Dakar. Donc ce sont des pertes économiques. C'est comme je le disais, ces fermetures de frontières, si elles doivent durer, auront des répercussions, pas seulement pour les Maliens et le Mali, mais pour toute la sous-région ouest africaine. Donc, c'est comme le disent les uns et les autres, il faut vraiment un dialogue rapide pour que le Mali puisse, pour que les Maliens puissent être soulagés, et pareil pour tout le peuple ouest africain. Bien sûr. Comment vous terminez football CAN 2021 pour les huitièmes de finale, le Burkina connaît maintenant son adversaire. Oui, le Burkina connaît son adversaire après donc, les matchs du groupe C qui se sont joués hier. Alors, le Gabon, donc, qui termine deuxième de ce groupe, est le prochain adversaire du Burkina, donc pour les huitièmes de finale. Alors, il faut qu'on se prépare bien parce que
La prestation des Gabonais que j'ai vue hier face au Maroc, c'est une grande équipe, même s'il faut rappeler que lors des matchs de préparation, le Burkina Faso, les Étalons ont pu les battre par 3 buts à 0. Mais quand on dit match de préparation, c'est carrément différent d'un match de compétition où, voilà, ici, les huitièmes de finale, comme le dit le nom, c'est une finale. Voilà, les matchs de huitièmes de finale sont des finales, donc ça risque d'être compliqué, mais je me dis que si les étalons arrivent à bien récupérer, parce que lors du dernier match, on a senti des étalons un peu fatigués, voilà, et même ceux qui étaient les pièces maîtresses de l'équipe, comme par exemple Gustavo Sangaré, ont paru un peu nonchalants, donc on sentait un peu de la fatigue, mais on peut comprendre les garçons parce que 3 matchs en 8 jours, ce n'est pas facile, quand on sait surtout que la plupart de nos joueurs sont dans des championnats où ce n'est pas intense comme ça. Bon, mais quoi qu'on dise, c'est une Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde s'est préparé, voilà, même si tout le monde n'a pas eu le même temps pour se préparer, on s'est dit que tout le monde s'est préparé et ça devrait pouvoir aller, même si c'est intense. Donc, ils ont joué lundi, dimanche ils joueront, un repos de 6 jours. On espère que ça pourra leur donner en tout cas tous les tonus nécessaires pour pouvoir être bien en jambes pour les matchs à venir. Pour rappeler un peu le palmarès des rencontres entre le Gabon et le Mali, il faut dire qu'il y a eu 10 matchs donc, qui se sont joués entre le Gabon et le Mali, c'est y compris les confrontations à la Coupe d'Afrique, les matchs amicaux qu'ils ont eu à jouer ensemble. Et de ces 10 matchs, le Burkina s'en est sorti avec 2 victoires contre 4 victoires pour le Gabon et 4 matchs nuls. Ça veut dire que côté palmarès, si mes sources sont bonnes, bien sûr, le Burkina n'est pas favori, donc, en tout cas, de cette rencontre. Et même parlant de la forme du moment, je l'ai déjà dit, les Gabonais que j'ai vus hier là, face au Maroc. Ah oui, ça sera un grand match parce que les Étalons également, on peut dire qu'ils sont en forme. Et déjà, il faut reconnaître que ça ne sera pas un match facile, mais les Étalons peuvent s'en sortir. Voilà, s'ils ont encore les automatismes, surtout qu'on a vu contre le match, lors du match d'ouverture contre le Cameroun, par exemple. Voilà, c'est vrai, les autres matchs n'ont pas convaincu, mais on se dit que les Étalons pourront bien se remettre en jambe pour s'en sortir face au Gabon. Ce qu'il faut souhaiter surtout, c'est ne pas qu'encore il y ait des cas de Covid-19, surtout sur nos joueurs titulaires. Voilà, parce que si ça arrive, là, je me demande comment on va s'en sortir. On peut croiser les doigts et prier pour que cela n'arrive pas, et puis espérer que les Étalons pourront s'en sortir avec une victoire face au Gabon. En tout cas, ce n'est pas impossible. Le fait d'avoir battu cette équipe en match de préparation, c'est vrai, et je l'ai déjà dit, les matchs de préparation sont un peu différents des matchs de compétition, mais pour le mental, c'est déjà bien. Donc, ça veut dire que c'est une équipe qu'on connaît un peu, qu'on connaît déjà. Et nous espérons surtout récupérer Kofi, notre gardien titulaire. Oui, nous l'espérons, mais surtout nous espérons ne pas perdre encore d'autres joueurs titulaires. D'accord. Ah, bon, on va dire bonne chance aux Étalons. J'avoue que hier, quand je suivais le match Maroc-Gabon, je me disais c'était bien que, en tout cas, le Maroc tienne la tête pour être toujours premier, et puis comme ça, le Burkina va affronter le Gabon. C'était le contraire chez moi, parce que quand je suivais le match, je priais que le Gabon puisse gagner pour que nous puissions croiser le Maroc. Oui, parce que je trouvais le Maroc en tout cas un peu moyen hier par rapport au Maroc, parce que quand on suit par rapport au Gabon, j'allais dire, quand on suit cette équipe du Gabon, elle a des attaquants très rapides devant. J'imagine que ça peut causer beaucoup de problèmes à notre défense, mais bon, c'est comme je l'ai dit, hein, toutes les équipes s'équivalent à cette CAN. Dans tous les cas, la Sierra Leone nous l'a démontré face à la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale nous l'a démontré face à l'Algérie. Donc, vous voyez les Ghana qui rentrent déjà à la maison très tôt. Oui. Voilà, donc c'est une CAN qui en tout cas, qui nous a réservé beaucoup de surprises. Mais nous espérons que la surprise sera agréable côté étalon. Et voilà, on peut prier. On peut prier parce que les Gabon, quand même... Bon, quand on voit également les autres équipes qui se sont qualifiées, les Gabon, quand même, ce n'est pas aussi la mer à boire. Et on peut espérer une qualification pour les quarts de finale. Merci bien, Kambo. Reste avec nous, nous allons voyager un peu. C'est pour découvrir les couleurs du temps.
L'actualité au Burkina Faso, ce sont ces restrictions donc concernant la connexion mobile. L'actualité au Mali, c'est ce bras de fer Mali-CEDEAO. Nous en parlons avec notre invité du jour que nous retrouvons juste après ce. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevons pour vous Monsieur Larba Israël Lompo. Il est le porte-parole du COX, le collectif des organisations de la société civile pour le Sahel. Bonjour à vous, Monsieur Bonjour, Lompo. madame. Bienvenue sur notre plateau. Rappelons que vous êtes par ailleurs président de l'association œil d'Afrique. Avec vous, nous parlons actualité, mais nous parlons surtout de votre sortie médiatique concernant la situation au Mali. Vous parlez donc d'actes terroristes concernant ces sanctions. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais déjà, pour commencer, parlez-nous de votre structure. Présentez-nous plus le collectif des organisations de la société civile pour le Sahel. Ok, bonjour madame, bonjour aux téléspectateurs. Alors il faut dire que le collectif des organisations de la société civile pour le Sahel est né suite aux événements qui s'est produit au niveau donc de la CEDEAO, la double session extraordinaire qui s'est tenue au Ghana, c'est-à-dire l'UEMOA et CEDEAO, et qui ont décidé donc de prendre des sanctions contre le Mali, qui sont en réalité des sanctions contre les pays donc de la CEDEAO. Donc on a trouvé des peuples membres donc de cette organisation qu'on appelle la CEDEAO. Et donc à partir de là, nous avons trouvé qu'il était injuste de rester silencieux face à une injustice qu'on veut nous imposer et que nous considérons aujourd'hui comme un acte terroriste. À ce moment-là que nous nous sommes réunis, mes camarades et moi, donc on a essayé de mettre le mouvement en place. Vous parlez de société civile pour le Sahel. Qui sont les membres de cette structure? Il y a beaucoup de membres. Lorsqu'on a lancé l'appel, il y a beaucoup d'organisations qui nous ont rejoints. Nous avons la COPA, nous avons des organisations maliennes qui nous ont rejoints, et Guinée aussi. Présentement, nous avons aussi une association sénégalaise qui nous a envoyé donc, son adhésion pour nous soutenir. Mais à l'intérieur du Burkina, nous avons 10 associations qui ont marqué leur accord pour adhérer à notre mouvement. Alors, donc, ce n'est pas seulement des organisations du Burkina. Comme on parle du Sahel, c'est un peu aussi donc, ces pays comme donc, la Guinée, le Sénégal, le Mali, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Maintenant, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous recherchez avec ce mouvement ou cette organisation de la société civile? Oui, nous avons dit le collectif des organisations de la société civile pour le Sahel parce que d'abord le Sahel est la zone la plus affectée par le terrorisme qui aujourd'hui entrave tout ce qui est activité économique donc au niveau de cet espace-là. Donc en faisant ce collectif, nous voulons aller, notre objectif est de fédérer toutes les luttes pour aller dans un sens à faire face à l'ennemi commun que nous connaissons et également faire barrage donc, aux employés de cet ennemi qui est en train d'endeuiller donc, les populations sous-régionales. L'actualité au Burkina Faso, c'est un peu ces restrictions donc, de la connexion mobile, notamment Facebook, surtout les réseaux sociaux. Donc, le réseau social Facebook qui ne marche pas pour ceux qui utilisent la connexion mobile. Aujourd'hui, pas d'explication, mais de jour en jour, des voix s'élèvent pour dénoncer cette situation. Quelle est la lecture de votre collectif? C'est un recul pour le Burkina Faso en matière de liberté d'expression. Et il est inconcevable qu'aujourd'hui, le canal par lequel le président Roch-Marc Christian Kaboré est arrivé au pouvoir, il décide, ou son gouvernement décide aujourd'hui de couper ce canal-là. Et en coupant ce canal, ce n'est pas simplement une connexion qu'on a coupée. Ce sont des milliers d'activités qui ont été interrompues. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui gagnent leur pain à partir donc, de Facebook, principalement, et aujourd'hui qui sont inactifs, qui ne peuvent pas travailler.
Et alors que ce gouvernement passe tout son temps à parler de lutte contre la pauvreté, de lutte contre le chômage, mais en créant des conditions pour amener le peuple et la population dans une misère qu'on ne peut pas qualifier. Qui va dédommager tous ceux-là qui vivaient de ce réseau social qui est Facebook? Qui va le faire? Et on n'a aucune explication. On nous explique que tantôt c'est des rumeurs, tantôt c'est à cause d'un phénomène de coup d'État qu'on ne sait pas d'où c'est tombé. Bon, il est difficile pour la population de comprendre, surtout pour nous, de ne pas associer ce tact-là, de coupure-là, à un système pour éviter que les sociétés civiles qui s'organisent contre la présence française au Sahel et ses injonctions de continuer à se communiquer et à mobiliser. Donc il est très difficile. Il y a un lien. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a un lien. Et moi, je pense que l'histoire d'insécurité, c'est un prétexte. Ça ne peut pas empêcher, aujourd'hui, la coupure ne peut pas empêcher aux terroristes de communiquer. Ce n'est pas possible. Ce qui est sûr, en tout cas, qui est toujours une réalité, c'est notamment ces attaques terroristes qui se poursuivent et surtout les SOS un peu donc de certaines localités, Titao, Kelbo, Namsigia. En tout cas, ces populations demandent encore de l'aide, appellent au secours. C'est toujours la situation actuelle au Burkina Faso, des attaques aussi. Alors, Comment s'organiser justement pour sortir définitivement le Burkina de l'hydre terroriste? Vous savez, il y a d'abord la cause qui a conduit le pays à être inefficace dans la lutte contre ce terrorisme-là. Lorsque le président du Faso a qualifié le RSP, qui était craint partout, de tigre en papier, c'est comme s'il qualifiait l'armée, il a démystifié l'armée burkinabé. Le procès en cours également démystifie l'armée burkinabé. Et les attaques organisées avec le dénigrement organisé par la France à travers RFI et ces autres médias qui dénigraient l'armée burkinabé a permis aux terroristes de prendre confiance sur l'armée burkinabé. Et tout cela rassemblé, donc il faut redonner confiance au peuple par rapport à son armée, mais également il faut créer des héros au sein de l'armée. On ne peut pas jamais gagner une guerre, on ne peut jamais gagner une guerre sans héros. Et aujourd'hui, le Burkina n'a pas de héros. En matière de guerre, quand quelqu'un essaie de pointer, on le noie. On a vu Barry qui avait prévu de créer, même de prévenir. On a créé un système pour nous édifier et aujourd'hui, on attend encore l'édification. Et je pense qu'il faut que les politiciens se démarquent de la politique sécuritaire à la politique de conquête du pouvoir qui a fini par nous détruire. Vous parlez tantôt donc de procès, vous parlez du procès dans l'affaire Thomas Sankara. Oui, il y a le procès dans l'affaire Thomas Sankara. Il y a également l'arrestation du colonel. Il y a tellement... Donc, la tentative de déstabilisation suivie de son lot d'arrestations. Voilà. Vous savez, quand dans une armée, les camps commencent à se former, il fallait à ce moment-là, dès cet instant-là, mettre fin. Le président a attendu jusqu'à ce que ça se gâte pour qu'il fasse un remaniement au sein de l'armée. Nous avons écrit un article même qui a participé à provoquer donc ce remaniement-là. Donc il y a des choses pour lesquelles dans l'armée, il faut qu'on ait un chef. On ne peut pas avoir des sous-chefs qui refusent d'obéir au chef d'état-major et on peut avoir une guerre dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible. L'armée, c'est la discipline. Comme vous l'avez dit, il y a eu quand même des changements à la tête de l'armée et aujourd'hui un nouveau gouvernement. Il y a quand même eu des changements un peu partout. Est-ce qu'avec ça, vous avez espoir que les choses vont bouger en ce qui concerne le retour de la paix et de la sécurité au Burkina? Non, moi je ne sais pas que je n'ai pas l'espoir pour le retour de la paix, mais je n'ai pas confiance à ce qui se passe pour ramener cette sécurité. Lorsque des populations lancent des alertes pendant 2 mois et on attend que les terroristes qui assiègent le village finissent d'opérer et on envoie des hélicoptères pour secourir alors que les terroristes ont fini d'opérer, ils sont partis. Il y a un problème.
c'est le même problème que le Mali d'Ibeka avait. Il n'avait pas c'est parce que le président Kaboré et puis son gouvernement ne communiquent pas. Il faut qu'ils arrivent à communiquer. Ils n'ont qu'à quitter dans ce silence-là. Il faut qu'ils communiquent pour que le peuple sache là où se trouve le problème. Parce que le problème actuel qui se passe là, c'est un problème politique, de géopolitique. Et ce problème de géopolitique, il faut le dénoncer. Et quand on attend qu'il faut avoir une autorisation de la part de la France pour survoler son propre territoire, il y a un problème. Quand nos services de renseignement est félicité par la France, il y a un problème. A dit infiltré par la France, il y a un problème. La France n'a pas créé le terrorisme au Sahel pour notre sécurité. Non. Ils n'ont pas créé ça pour notre sécurité. Qui a financé l'État islamique quand ils ont commencé? Les 20 millions, les premiers 20 millions qui ont été financés par l'État et par la France pour amener l'État islamique au Sahel. Ça se trouve dans le journal, le New York Times, du 14 juillet 2015. Ça y est là-bas. C'est pas moi, je le dis. Des enquêtes ont prouvé pour amener. Vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez pas avoir un partenaire qui est à la fois partenaire monétaire avec les terroristes et à la fois partenaire de lutte contre le terrorisme avec les États victimes. Ça ne marche pas. On ne gagne jamais une guerre en ayant le même partenaire économique et monétaire. Parlons de cette sortie médiatique, votre sortie médiatique. Vous avez parlé, donc, vous avez bien sûr dénoncé les sanctions de la CEDEAO sur le Mali. Et pour vous, ces sanctions, vous l'avez jugé donc comme étant un acte terroriste. Pourquoi vous dites cela? Vous savez, les sanctions qui ont été... on peut même aller plus loin pour dire que non seulement c'est un acte terroriste qui a été perpétré contre les peuples de la CEDEAO et du Sahel, mais également c'est une démission totale, c'est-à-dire c'est une destruction totale des institutions supranationaux qui régissent notre sous-région. La BCEAO n'a aucun droit de bloquer les comptes d'opération du Mali. Ça n'existe pas. Les textes même l'interdisent. L'UEMOA, c'est la même chose. D'abord, la CEDEAO est indépendante des États. Depuis avril 2010, la BCEAO a été privatisée. Le président de la commission de l'UEMOA a une voix consultative au sein de la BCEAO. Et pendant que la France a une voix délibérative, seul l'État français a le pouvoir de décréter s'il faut sanctionner ou pas. Aucun chef d'État africain ne peut le faire. Parce que la CEDEAO est indépendante des États membres. Vous comprenez? Et lorsque, au niveau de la CEDEAO également, on nous dit que, le président Bazoum nous dit que dans les textes fondamentaux de la CEDEAO, il n'y a pas de mesure de fermeture des frontières. Il a dit devant Macron. Pour dire que, quand Macron leur a demandé de fermer les frontières du Mali, lui, il s'est démarqué parce que dans les textes de la CEDEAO, il n'y a pas de mesure de fermeture des frontières. Mais malgré tout, ils sont allés à fermer ces frontières. Pourquoi? C'est un acte terroriste. Un acte terroriste parce que c'est un isolement qu'ils ont créé. Quand nous prenons aujourd'hui, nous parlons des villages qui sont pris en otage par des terroristes où l'armée même n'a pas accès, surtout au Burkina. Je ne comprends pas pourquoi même le Burkina s'est lancé dans cette histoire de fermeture de frontières. Je ne sais pas quelle frontière il a fermée puisqu'il ne contrôle aucune frontière. Il n'y a pas une seule frontière du Burkina en dehors du Ghana où tu peux prendre ton véhicule, aller jusqu'à la frontière, revenir sans être inquiété. Donc pour nous, c'est un acte terroriste. Les terroristes procèdent de la même façon. On isole le peuple et on vient les attaquer. Et ce qu'ils ont fait, ils ont détruit toute la stratégie militaire, sécurité qui a été mise en place pour lutter contre le terrorisme. Le constat aussi qu'on fait quand même, c'est que aujourd'hui, les autorités maliennes quand même, par des communiqués, annoncent la destruction de bases terroristes, donc la neutralisation notamment du terroriste et du chef terroriste. C'est comme si les choses sont en train d'aller vraiment à l'offensive au niveau donc du Mali, certainement aidés par leurs nouveaux partenaires. Je vais parler des Russes. Alors, est-ce qu'il ne faut pas craindre aussi que justement ces terroristes-là replient vers le Burkina?
Si vous avez remarqué, dès que les militaires sont arrivés au pouvoir avec les rumeurs de Wagner, de l'arrivée des Wagner au Mali, le Burkina a perdu le quart, les deux tiers, ou bien les trois quarts de son territoire. Faut le dire. Parce que les terroristes ont eu peur et ils ont replié vers le Burkina Faso, vers la zone des 3 frontières. Ça, c'est une évidence. Ça dit ce qui est en train de se passer. Nous, on nous livre dans la gueule du loup. Les terroristes vont descendre au Burkina. On n'a même pas besoin d'être un savant pour le savoir, ni un divin. Non, c'est une évidence. Quand là où tu es basé, il y a un plus fort que toi, mais tu sors. Tu cherches une zone plus confortable. Et aujourd'hui, la partie la plus faible dans le G5 Sahel, c'est le Burkina Faso. On n'a qu'à le dire clairement. Et là, on a besoin que le président se ressaisisse pour créer des héros de guerre. Vous avez vu Lagui qu'on a massacré, on a tué. Quand il était le héros de guerre dans sa zone était en sécurité. Il faut créer au sein des populations, non seulement au sein des populations, je vais parler des VDP, mais aussi au sein de l'armée qu'il y ait des héros de guerre. On ne peut pas gagner une guerre tant que l'armée n'est pas crainte. La crainte d'une armée est le baromètre de la sécurité d'une nation. Tant qu'une armée n'est pas crainte, aucun peuple n'est en sécurité. Et à vous écouter, vous dites que la France est le commanditaire de l'acte ou des sanctions donc, de la CEDEAO. Pourquoi vous dites cela? Ce n'est pas quand même la France qui est responsable de la CEDEAO. Mais Le Drian a dit que la France est membre de la CEDEAO. Ça, c'est pas moi, je le dis. Toutes les sanctions qui ont suivi le Mali sont toujours précédées par un appel de la France. Toutes les sanctions sont toujours précédées par un appel de la France. Je ne vois pas un président aujourd'hui, je ne sais pas par quoi la France tient le chef d'État. Mais je ne vois pas comment un président comme Macky Sall, dont le tiers de son économie dépend du Mali, va aller fermer les portes de son économie. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne vois pas. Soit, je ne sais pas quoi. C'est pas possible. Il faut avoir accès, ne plus avoir accès à son cerveau pour faire des trucs comme ça. Aujourd'hui, la fermeture, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas les frontières du Mali qui sont fermées, c'est les frontières du Sénégal qui sont fermées. Il faut le dire. Le seul pays qui n'a pas de port, qui fait frontière avec le Mali, avec le Sénégal, c'est qui? C'est le Mali. Bon, on ferme cette frontière. La Guinée, la Sierra Leone et autres, la Gambie n'ont pas besoin du Sénégal en matière de port. C'est le Mali seulement qui avait besoin. Donc les sanctions, c'est le Sénégal, on sanctionne. Et donc c'est au peuple sénégalais de prendre les responsabilités. Le Mali s'en fout. Hein. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les chefs d'État, notamment des pays membres de la CEDEAO, n'ont pas eu suffisamment de courage peut-être de s'imposer ou d'éviter quand même certaines sanctions? Non, ce n'est pas les chefs d'État qui n'ont pas eu de courage. Les chefs d'État, certains parmi eux, ont eu du courage. Vous prenez par exemple le président Kaboré. Pendant 7 ans, a résisté à l'implantation d'une force française du type Barkhane à l'intérieur de son pays. Lorsque la France l'a voulu imposer, ce qu'il a imposé au niveau donc du Mali en disant désormais si le Burkina veut survoler son sol, ils n'ont qu'à déposer une demande 72 heures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé son chef d'état-major à faire sortir une note pour interdire tout survol du territoire burkinabé. C'est la même note qu'il a changée. Et au lieu que ce soit la France qui interdit, c'est l'armée burkinabé maintenant qui interdisait à ce qu'il y ait un survol sur son territoire national. Donc, ce n'est pas le courage. Ça veut dire qu'il y a un problème à 2 niveaux. C'est vrai qu'au sein des organisations, nous avons des présidents qui ont été formatés, je ne sais pas si ce sont des expériences scientifiques, comme les présidents comme Alassane Dramane Ouattara, et qui ont été conçus juste pour défendre les intérêts de la France au sein de ces communautés. Mais nous avons aussi des chefs d'État qui ont pu tenir tête à un certain moment. Aujourd'hui, moi particulièrement, je ne peux pas trop en vouloir au président Kaboré par rapport à la France. Pour l'intérieur, je peux l'en vouloir pour son incapacité à gérer autour de lui ses hommes, ses amis, à transformer la présence en une coopérative d'amis
pour gérer le pouvoir, ça je peux l'en vouloir. Mais pour ne pas avoir tenu tête à la France, ça je ne peux pas. Voilà. Et parce que, regardez, le peuple, il a lancé 3 appels au peuple burkinabé. Mais le peuple burkinabé n'a pas compris. Quand il s'est tenu devant le président Alassane Ouattara pour dire pour dire que par rapport à Sitaray, quand Bolloré, la France et Bolloré ont voulu modifier le contrat, il a dit que la France et l'opérateur demandent à ce qu'on revise les choses où ils abandonnent la construction du chemin de fer Ouaga-Abidjan. C'est le président du Faso qui le disait devant Alassane Draoman Ouattara. C'était le moment pour le peuple burkinabé de se dire non. Quand il a laissé fuiter le contrat de l'aéroport de Donsé qu'il voulait occuper, c'était une invite aussi à la population à sortir dire non. Il faut comprendre la communication et le langage. Un président élu démocratiquement ne peut pas avoir le même ton qu'un président arrivé avec des armes au pouvoir. Et ce que Assimi Goïta est en train de le faire, ou Segol est en train de le faire, le président Kaboré a eu à le faire, mais en tant que président démocratiquement élu avec un langage diplomatique. Mais le Mali n'a rien à foutre. Ils ne sont pas là pour rester. Mais lui, il a un mandat à défendre, eux, ils n'ont pas de mandat à défendre, et ils ont une patrie à défendre. C'est ce qu'il faut faire la différence. Donc nous avons la responsabilité du peuple de n'avoir pas poussé les chefs d'État à aller loin avec la France, certains chefs d'État allaient loin avec la France, et nous avons à l'intérieur de ces chefs d'État-là des gens qui sont arrivés grâce à la France au pouvoir et qui ne peuvent pas taper la main sur la table. Alors, pour revenir au Mali, est-ce que quand même ces sanctions ne sont pas compréhensibles? On voit que la junte militaire au pouvoir demande quand même 5 ans de transition, déjà arrivé par un coup d'État qui n'est peut-être pas encouragé. Donc, les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO ne pouvaient pas quand même encourager un coup d'État. Ensuite, vouloir rester 5 ans pour organiser des élections, faire une transition. Est-ce que quand même, ils pouvaient laisser les choses se passer comme ça? Vous savez, j'ai envie de dire que le président Assimi Goïta et ses collaborateurs ont bien suivi la Casa de Papel. Le film. Vous parlez de la série américaine. Ce n'est pas la France aujourd'hui qui dirige la politique, la géopolitique au niveau du Sahel. C'est le gouvernement malien. Ils les poussent, c'est-à-dire ils savent où ils veulent. S'ils avaient dit qu'ils allaient organiser les élections en 18 mois, la CEDEAO allait accepter. Et donc du coup, ils n'allaient pas pouvoir aller jusqu'au bout de leur engagement. Donc, pour moi, ce qui est en train de se faire, c'est le peuple malien a compris, les dirigeants maliens ont compris qu'ils ont besoin de 3 mois et de 3 ans pour organiser des élections, mais pour que la CEDEAO, pour arriver aux 3 ans ou 2 ans et demi, il faut aller à 5 ans, et dans les négociations, on reviendra à 2 ans et demi. Bon, je pense qu'ils sont logiques, ils savent ce qu'ils font, et ils ont poussé la France et la CEDEAO à l'erreur. Aujourd'hui, ils ont été déshabillés. La CEDEAO a pris des sanctions qu'il n'a pas le droit. La BCEAO a pris des sanctions qu'elle n'a pas le droit. On a aussi l'UEMOA qui ont participé à la prise de ces sanctions-là, donc ils n'ont aucune autorité légale pour les exercer. Et donc, ils les ont poussés dos au mur à l'heure actuelle. La CEDEAO n'a pas le choix que de lever certaines sanctions telles que la fermeture des frontières parce que ça ne figure pas dans leurs textes. Et donc, le peuple, les dirigeants maliens ont compris qu'il faut amener la France à les pousser à l'erreur. Donc, ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils font. Ils savent, en plus, tous les présidents démocratiquement élus qui vivent dont la sécurité est menacée, qu'est-ce qu'ils font pour leur peuple? La démocratie, c'est permettre au peuple, les élections, c'est permettre au peuple de vivre librement, circuler librement. Au Burkina, le président est démocratiquement élu, qui est en sécurité. On n'a même pas espoir que demain, on peut sortir marcher librement. On a plutôt peur que Ouaga ne soit pris. Mais aujourd'hui, au Mali, la peur a changé de camp. Bon, je ne comprends pas pourquoi cet acharnement à vouloir que les militaires quittent le pouvoir et pour qu'ils puissent continuer à maintenir le terrorisme dans la sous-région. Le Ghana qui préside les trucs. Si le Burkina tombe là, le Ghana va prendre, le Togo va prendre.
Et certains observateurs pensent que le Mali peut toujours tenir tête, peut-être réorganiser les choses, encore rompre avec les partenaires qu'il ne souhaite pas, créer sa propre monnaie. Est-ce que vous pensez quand même qu'imaginer le scénario comme ça, le Mali pourra tenir? Oui, le Mali va tenir, et il le tient déjà. Parce que ce que Combien je dis... de temps? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que d'ici quelques mois, ça ne va pas commencer à chauffer? Non, les Maliens ont besoin de comprendre que ce n'est pas eux qui sont sanctionnés. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est sanctionné, c'est le Lomé qui est sanctionné, c'est le Ghana qui est sanctionné. Le Mali, là où ils sont, là, ils peuvent faire sortir leurs marchandises au niveau de la Guinée. Ils ont besoin de temps pour s'habituer, pour prendre le vent du mouvement. C'est tout. C'est les premiers, dans deux semaines, même la Côte d'Ivoire va commencer à pisser. Excusez-moi du terme. La viande, là, aujourd'hui, au Burkina Faso, le Burkina ne peut plus fournir suffisamment de viande à la Côte d'Ivoire. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas. Les zones producteurs de viande sont occupées par les terroristes. C'est le Mali qui fournissait la viande au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir, je vous donne 10 jours, vous allez voir qu'au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, il va y avoir des manifestations parce que les marchandises ne sortent plus, parce qu'ils n'ont plus de viande à manger. On ne met pas cacao dans la sauce. Vous pensez plus aux conséquences pour les autres pays de la sous-région. Et concernant la monnaie, parce que vous êtes revenu sur la création de la monnaie. Oui. On sait que de par le passé, il y a eu le franc malien, ça n'a pas fait quand même long feu. Le Mali est revenu au franc CFA. Est-ce qu'il faut repartir au franc malien? Oui, je pense que l'objectif même du président Goïta, c'est de pousser la CEDEAO et l'UEMOA à aller encore plus loin pour les permettre de créer leur monnaie et sortir définitivement donc, de cette monnaie de suggestion qui est le franc CFA. Le franc malien qui a été créé, il n'a pas pu tenir parce que tout simplement c'était la France qui était là et qui imprimait des fausses monnaies pour aller inonder le marché malien. Ce qui avait créé une inflation insupportable pour le Mali, et donc le Mali était obligé de dévaluer par deux fois sa monnaie, et en 1984 j'étais obligé de revenir. Mais ce qui est important, c'est la différence est que auparavant, ce qui avait poussé le Mali non seulement à revenir, c'est parce que le Mali n'avait pas une puissance protectrice comme la Russie aujourd'hui. La Russie était avec le Mali, mais il n'était pas engagé sur le plan politique de protection. Ils étaient dans un système de collaboration. Mais aujourd'hui, les enjeux ont changé. Aujourd'hui, toutes les nations du monde, les puissances du monde ont besoin du Sahel. Non seulement pour sa nappe d'eau souterraine, mais également pour ses matières premières et sa place stratégique, parce que quiconque contrôle le Mali, la zone du Sahel, contrôle le monde. Parce que les matières premières c'est la dernière plaque d'ailleurs, de plus grande réserve de matières premières. On retrouve les 12 premières matières premières les plus recherchées au monde au Mali, dans la zone, dans le bassin de Taoudéni. Et donc, aujourd'hui, la Russie a compris, la Chine a compris. Ce qui fait que le Mali, en matière de monnaie, s'ils viennent, ils vont tenir. Ils vont tenir et voir. Ils vont même avoir d'autres pays qui vont fédérer avec eux. Même si la tension va durer 10 ans, ce n'est pas pour nous un problème. L'essentiel que les Maliens puissent respirer. Le point positif aussi dans ça, c'est que les autorités maliennes disent être ouvertes au dialogue. Ensuite, la CEDEAO aussi dit être ouverte donc au dialogue. Peut-être qu'il faut rediscuter les choses pour que les sanctions soient levées du côté donc, de la CEDEAO et que le Mali aussi donc, remette des choses en place pour le bonheur quand même du peuple malien. Ouais, vous savez, j'ai dit que les sanctions sont doubles. Il y a le Sénégal et il y a le Mali qui sanctionnent les pays de la CEDEAO, que les gens ne voient pas. Mais il y a les sanctions de la CEDEAO que la CEDEAO impose à tous les peuples de la CEDEAO. Parce que c'est la CEDEAO qui a un couteau à double tranchant, qui peut se retourner contre eux. Aujourd'hui, les manifestations ont commencé dans tous les pays, que ce soit au Burkina, au Sénégal, au Niger. Les gens manifestent contre la CEDEAO, contre ces décisions qui sont dictées par la France. Alors, donc, parlant de ces sanctions par rapport au Mali, qui parle de négociation, c'est juste dire, si vous voulez qu'on vous aide
à sauver certains présidents de la sous-région, nous sommes prêts à aller à la discussion. Vous allez voir, ils ne bougeront pas les 3 ans qu'ils ont besoin, parce que leur objectif c'est 3 ans. Mais ils sont allés, voilà, ils ne peuvent pas descendre ils ne peuvent pas descendre en dessous de ça. Ils ne peuvent pas. Or, la CEDEAO, tout ce qui intéresse la CEDEAO et la France, c'est qu'il n'y ait plus ces militaires-là au pouvoir. Il faut un civil qui va courir tout de suite à la France, aller faire des courbettes à la France pour que, elle continue à maintenir le terrorisme dans la sous-région. Et pour terminer, parlons justement de cette marche annoncée pour le 22 janvier. On va dire que quand même c'est une marche annoncée comme pour être un peu partout dans beaucoup de pays africains. On parle de marche africaine ou de journée de marche africaine. Comment ça se prépare pour vous ou comment vous voyez en fait l'ampleur de cette marche? C'est une très bonne initiative que nous saluons. Et ensuite, les associations membres de notre mouvement sont membres de l'organisation de l'organe qui organise cette manifestation. Et nous, également, nous participons à cette marche-là sans réserve. Merci à vous. Ouais. Notre temps d'entretien est terminé. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Larba Israël Lompo, porte-parole du collectif des organisations de la société civile pour le Sahel. Et il faut rappeler que ce collectif a organisé une conférence de presse pour revenir sur les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Des sanctions donc que ce collectif juge être donc des sanctions terroristes ou juge être des actes terroristes, tout simplement. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour. L'injonction de payer, c'est le thème de la chronique Question de droit aujourd'hui. Vous le savez, chaque mercredi, la chronique du jour, c'est la chronique Question de droit. Aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Kaboré que nous retrouvons juste après cette vidéo. Et il est bien installé sur notre plateau, Olivier Kaboré, chargé de communication de Juristes sans frontières. Bonjour Olivier. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue sur notre plateau. Alors Olivier, nous parlons de l'injonction de payer. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par injonction de payer? Alors, il faut savoir que quand vous avez des factures impayées ou si vous voulez, quand quelqu'un vous doit et qu'après maintes procédures de recouvrement à l'amiable, la personne ne s'exécute pas, et vous avez la possibilité de déclencher une procédure en vous présentant devant le juge avec vos factures, bien sûr, et en lui demandant de contraindre la personne qui vous doit à vous payer. Et c'est cette procédure qu'on appelle l'injonction de payer. Le mérite de cette procédure est qu'elle est rapide, simple et non contradictoire. Par non contradictoire, on attend le fait que la personne qui est mise en cause, la personne qui vous doit, ne sera pas appelée pour se défendre. Ok. Vous vous présentez seul devant le juge, muni de vos factures et des éléments justificatifs de la créance, si vous voulez, de la somme qui vous est due. Et en fonction des éléments que le juge a, il peut prendre une décision allant dans le sens de contraindre la personne qui vous doit à vous donner votre argent. Voilà. D'accord. Donc, la personne qui est mise en cause n'est généralement même pas mise au courant. Au départ, la personne ne sait même pas qu'il y a une procédure contre elle. C'est après, quand vous avez votre décision, votre ordonnance d'injonction de payer, c'est en ce moment maintenant que la personne sera informée que, voilà, il doit répondre devant la justice, ou du moins il doit vous payer par une décision de justice. D'accord. Par cette décision, on force la personne à vous rembourser. Tout à fait. À vous payer. Mais, tantôt, tu as parlé de facture, de partir avec des preuves et autres. Mais bon, écoute, quand tu n'as rien, quand tu n'as pas de papier qui prouve que tu as donné l'argent à quelqu'un ou que la personne te doit, qu'est-ce que tu fais? Alors, est-ce que là, dans ce cas-là, on peut te trouver, il y a une solution? Là, il faut comprendre que la procédure d'injonction de payer est une procédure spécifique
qui nécessitent le respect d'un certain nombre de conditions. Voilà, premièrement, déjà, vous avez parlé de facture. Et il faut avoir des éléments justificatifs. Voilà, il faut avoir des éléments justificatifs et les factures peuvent être des éléments qui justifient la créance. Donc, il faut que la créance soit clairement déterminée. Ça veut dire qu'il faut que la somme due soit clairement déterminée. On vous doit 1 million, par exemple. C'est clair. Vous avez une facture de 1 million, on vous doit 1 million. Il faut que la créance soit exigible. Ça veut dire qu'il faut que la somme qu'on vous doit là soit exigible. Ça veut dire qu'il y avait une date à laquelle on devait vous remettre cet argent. La personne devait vous remettre l'argent à une date donnée et la date est passée et la personne ne vous a pas remis l'argent. Vous pouvez exiger que la personne vous restitue ou vous donne l'argent. Et le troisième point, il faut que cette créance-là découle d'un contrat, soit d'une émission ou d'une acceptation d'un effet de commerce, ou si vous voulez, d'une émission ou d'un chèque plutôt, sans provision ou à provision insuffisante. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas dans ces conditions-là, ça sera très difficile de déclencher cette procédure, la procédure d'injonction de payer. Voilà. Donc, maintenant, il y a des cas précis. Tout à fait. Et ce sont les éléments que je viens de citer tantôt. Voilà. Si vous n'avez pas de document, vous ne pouvez pas vous présenter devant le juge pour déclencher la procédure d'injonction de payer. Voilà. Le droit et ses papiers. C'est important. Ouais. Donc, quand quelqu'un te demande de l'argent, par exemple, et que tu fais mais quand même avec un transfert par les mobiles, là, ça veut dire quand même qu'il y a des traces, non? Oui. Si c'est un transfert que tu as eu à faire à ce moment, il y a d'autres procédures que Ok. vous pouvez, l'assignation par exemple, D'accord. la provision, ou il y a d'autres actions que vous pouvez mener pour récupérer votre argent, pour exiger qu'on vous paye, mais vous ne pouvez pas aller vers l'injonction de payer, qui est Ok. une procédure rapide et simple. Alors, Olivier, comment introduire l'injonction de payer? Alors, c'est juste une requête adressée au président de la juridiction concernée. Et la juridiction concernée dépend de la qualité des parties. Si ce sont des commerçants, la juridiction concernée peut être le tribunal commercial. Si c'est un contrat, du lieu de la signature du contrat ou de l'exécution du contrat. Et si parmi les personnes mises en cause, il y a une personne non commerçante là-bas, on peut aller directement devant le tribunal civil. Donc, requête adressée au président de la juridiction concernée, et la requête doit être déposée au greffe de la juridiction, du président de la juridiction, et elle doit contenir les noms, les prénoms, la qualité et le domicile des personnes qui demandent à ce que on prononce une décision de justice sur leur affaire. Et en plus de cela, vous devez mentionner le montant. Je disais que le montant devait être déterminé et clair. Vous devez mentionner le montant dans la requête et joindre les éléments justificatifs. Voilà. C'est vraiment une procédure simple et rapide, au fait. Mais est-ce qu'on peut contester une décision d'injonction de payer? Alors, quand vous vous présentez devant le juge avec tous vos éléments, le juge, il prend vos dossiers, il l'analyse, et s'il juge que vous êtes en droit de déclencher cette procédure, il signe votre ordonnance pour vous. D'accord. Et quand vous avez votre ordonnance en main, vous devez repartir chez un huissier de justice. Ok. Et vous avez 3 mois pour le faire. Vous devez repartir chez un huissier de justice et l'huissier de justice va prendre votre document et aller donner à la personne qui vous doit. Voilà, donc on dit que la signification se fait par voie d'huissier. Voilà. Vous donnez l'information à l'huissier et l'huissier prend l'information qu'il transmet à la personne qui vous doit. Maintenant, la personne qui vous doit à la réception de l'information doit, si elle veut contester, enclencher une procédure qu'on appelle l'opposition, mais dans les 15 jours qui suivent la réception du document. Si elle n'enclenche pas cette procédure dans les 15 jours, elle ne pourra plus contester la décision et on pourra l'obliger à payer la somme due.
D'accord. Voilà. Donc, mais que faire face à une personne qui ne s'exécute pas, donc en payant ce qu'elle vous doit, même si on lui donne une injonction de payer? Alors, je disais tantôt que la personne avait 15 jours pour s'exécuter. Mhm. Pour plutôt s'opposer à l'exécution de la décision. Maintenant, si au bout des 15 jours, la personne ne réagit pas, ou si la personne reconnaît effectivement qu'elle vous doit cette somme-là, 15 jours après, si elle ne s'exécute pas, si elle ne vient pas vous restituer votre argent, vous repartez avec l'ordonnance d'injonction de paiement au niveau du greffe du tribunal et demandez à ce qu'on appose la formule exécutoire. La formule exécutoire vous permet d'avoir un titre exécutoire. Et avec ce titre exécutoire-là, vous repartez voir l'huissier de justice. Et l'huissier de justice va user de la force de la loi et de la force de la République pour récupérer votre argent pour vous. Voilà. Mais pour que l'huissier puisse pouvoir utiliser la force publique pour exiger à ce qu'on vous paye, il faut forcément repartir et demander la position de la formule exécutoire. C'est juste une demande. Vous partez au greffe après les 15 jours et vous demandez qu'on appose la formule exécutoire. C'est vraiment une procédure simple. Il n'y a pas de complications dans la procédure. Donc, d'abord, on part calmement pour voir si la personne va rembourser sans problème. Et ensuite, si vous n'obtenez pas gain de cause, il y a quand même d'autres procédures pour l'obliger maintenant à payer. On peut saisir ses biens et vendre et vous restituer votre argent. Voilà. Tout ça, ce sont des moyens que l'huissier de justice peut entreprendre si vous avez un titre exécutoire. Mais est-ce qu'on peut demander des dommages et intérêts dans cette procédure d'injonction de payer? Alors, la particularité de cette procédure, c'est que quand vous la déclenchez, elle ne vous offre pas la possibilité de demander des dommages et intérêts. Parce que le juge ne part pas au fond du dossier. Il n'y a pas de discussion contradictoire qui permet à l'autre partie de se défendre et d'expliquer pourquoi la situation est arrivée. Donc, du coup, c'est difficile d'avoir des dommages et intérêts dans cette forme de procédure. Voilà. Donc, si vous prenez l'option d'aller vers une injonction de payer, il faut savoir que c'est l'argent qu'on vous doit seulement, qu'on va obliger la personne qui vous doit à vous restituer. Pas de dommages ni d'intérêt. Non, non. Bon, ça là, ça veut dire qu'il faut bien calculer les choses. Il ne faut pas enclencher peut-être une procédure qui va vous coûter plus cher que ce qu'on vous doit. Tout à fait. Bon, ok. Alors, Olivier, est-ce qu'on peut rejeter donc la requête notamment? Alors, avant d'introduire la requête, je parlais d'un certain nombre d'éléments qu'il faut vous assurer que vous avez en main avant d'aller devant le juge. Et si ces conditions ne sont pas respectées, le juge est en droit de rejeter bien sûr votre requête. Et le problème ici, c'est que si le juge rejette votre requête, il n'y a pas de voie d'appel au fait. Voilà. Il n'y a pas d'autre voie pour permettre au juge de réviser sa décision. Voilà. Il va falloir aller vers d'autres formes ou si vous voulez, d'autres voies de recouvrement. Vous ne pouvez plus utiliser l'injonction de payer pour la même affaire. Voilà. Ok. Merci Olivier. Je vous en prie. Merci d'être passé. Et puis notre temps est terminé. On se retrouve certainement mercredi prochain. Dieu voulant, bien sûr. Inch'Allah. Alors, aux téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous allons vous dire au revoir également puisque notre temps est terminé pour cette émission. Merci à l'équipe de réalisation et de production. Rendez-vous demain jeudi pour d'autres aventures avec d'autres invités, d'autres chroniques. Et ça sera toujours avec le même plaisir que nous allons vous retrouver. Allez, portez-vous bien, restez fidèles au programme de Savane TV et on se dit tchuss.